Bonjour et bienvenue pour ce nouvel podcast de Parlons Com. Je m'appelle Étienne et je suis dirigeant de Unique Production, on est l'agence de communication audiovisuelle et également de Simp où on propose à nos clients de se filmer avec leur téléphone portable. Le but de Parlons Com, c'est de vous proposer un décryptage de l'actualité du marketing et de la communication avec des experts. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'avoir David, qui est le dirigeant de l'agence Comeres. Et tout de suite, c'est le générique. Alors, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Parlons Com. J'ai avec moi David Cruchon, qui est le dirigeant de Comeres, une agence de communication plutôt digitale mais également print, et notamment qui a commencé avec l'e-réputation. Bonjour David. Salut Étienne, ça va? Très bien et toi? Ça va, super. Merci de m'accueillir sur Parlons Com. Eh ben, je t'en prie, merci à toi de me rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle David Cruchon, je suis dirigeant de la société Comeres. C'est une agence de communication digitale et print, comme tu le disais si bien il y a un instant. On est basé dans le 95 à Saint-Olomoine. Donc, on a nos bureaux en fait sur le parc d'activités de Saint-Olomoine. Et puis, on est une équipe de 6 personnes et puis on accompagne les entreprises au quotidien dans leur communication, pour les aider à se faire connaître, à trouver des clients et tout un tas d'autres actions. Parfait. Est-ce que tu peux commencer par un peu me parler de ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu à la communication? Et oui, effectivement. Alors, j'ai un parcours effectivement très large. On va pas tout faire parce que sinon on pourrait faire l'émission que là-dessus. En gros, moi j'ai commencé j'ai commencé mon activité professionnelle en tant que commercial. C'était pas du tout prédestiné à ça. Je sortais de l'armée, je cherchais un job. J'avais postulé dans une boîte pour être formateur, puisque j'ai un parcours formateur que j'ai commencé très jeune. Et puis, ils n'ont pas voulu de moi en formateur, justement parce que j'étais trop jeune, et ils m'ont proposé un poste de commercial. Et puis, du coup, je suis resté 11 ans dans cette boîte où j'ai évolué. J'ai fini responsable des ventes, enfin, chef des ventes. Et en parallèle, du coup, j'ai dû développer mon business et pour ça, j'ai dû faire de la communication. À l'époque, j'ai été formé aux réseaux sociaux en 2009, et donc en 2009, les réseaux sociaux, ce n'était absolument pas ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais très vite, en tous les cas, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Donc très vite, en fait, j'ai eu les mains dedans et j'ai commencé à utiliser ces outils-là pour développer mes activités de commercial au sein de l'entreprise où je travaillais. Après, j'ai évolué dans une autre structure où, pareil, là, j'ai dû développer les choses. Et puis, voilà, ça a été un passage rapide de 2-3 ans. Et puis après, voilà, j'ai lancé le projet de Comeres, qui a ni plus ni moins été qu'un pari, vraiment au départ, en disant j'ai des compétences commerciales et des compétences de communication. Et du coup, je vais les mettre au profit des professionnels pour les aider à développer leur business. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis bientôt 2 ans et qui fait que ça fonctionne très bien. Déjà 2 ans, ouais, c'est vrai que ça passe vite. Ouais. J'ai pu voir tes autres. 1 an et demi à peu près. Un an et demi, ouais. Pour arrondir, parce que ça m'arrange bien. Tu sais, quand on est jeune, on va chercher les demi ou les trucs comme ça. Bon, C'est voilà. important. 1 an et 3/4. C'est ça. Et après, quand tu vieillis, tu dis non, j'ai la trentaine. C'est ça. Et donc, du coup, donc c'est un peu aussi une passion. Enfin, t'es tombé dans ça, ça fait plus de 10 ans à peu près que tu vois un peu l'évolution des réseaux sociaux. Et notamment quand tu as commencé Comeres, parce que du coup, je t'ai connu même avant Comeres, tu as commencé aussi surtout sur l'e-réputation. C'était un petit peu ton second au tout début. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, alors, les réputations, si tu veux, c'est vraiment un domaine qui est vaste. C'est comme la communication, finalement. La communication, ça englobe tout un tas de choses. Tu es une agence de communication, je suis une agence de communication, mais finalement, on fait pas du tout la même chose. On pourrait même dire qu'on est complémentaires. Bon, les réputations, c'est le même principe. Dans les réputations, l'idée, c'est de surveiller sa réputation, ce qu'on dit de vous, de votre marque, en positif comme en négatif. Donc, il y a vraiment plein d'actions. Il y a de la veille, il y a des choses comme ça. Et moi, en fait, je me suis vraiment spécialisé sur une partie de l'e-réputation qui est la partie avis client. Avis client sur des plateformes notamment comme Google My Business, mais comme TripAdvisor, comme Yelp. Enfin, voilà, il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui. Et on s'est vraiment spécialisé là-dedans parce que il y avait pas grand monde, parce qu'il y avait du besoin et parce qu'à l'époque, déjà, j'étais convaincu que quand les gens parlent en bien de votre business, forcément, ça attire les gens et qu'on est tous des consommateurs des étoiles ou en tous les cas des avis clients quand on doit dans nos process d'achat. Et donc, je me suis dit que pour les professionnels, c'était exactement la même chose et j'ai lancé une activité là-dessus à part entière.
D'accord. D'ailleurs, en fait, on se rend pas compte, mais lorsqu'on va dans un restaurant, qu'on le recommande à un ami, c'est la recommandation, c'est de l'e-réputation si on faisait ça sur Internet. Donc, du coup, c'est juste une transformation de ce qu'on fait tous les jours Mm. que toi, tu as mis sur Que le j'ai digital. digitalisé, enfin que j'ai, pour laquelle il y avait des outils et que du coup Outils, j'ai ouais. apporté à mes clients de manière digitale. De toute façon, l'e-réputation, hein, c'est ni plus ni moins que la même chose que la réputation, mais le Mhm. côté i devant, c'est le comment dire, c'est le côté digital de la chose. Comme le e-commerce, le commerce existe depuis très longtemps, on l'a digitalisé, c'est devenu le e-commerce. Le courrier existe depuis très longtemps, on l'a digitalisé, c'est devenu l'email. Donc en fait, l'e-réputation, c'est la réputation mais digitale. Donc ce qu'on dit sur vous sur Internet. Et je voudrais juste attirer un point sur ce que tu viens de dire. Souvent, le réflexe, c'est de croire que ça concerne que les restaurants et ou l'hôtellerie, parce que ça vient de là quand même au départ, un petit peu. Mais aujourd'hui, les avis clients, ça concerne vraiment tout type d'activité. Parce que une des premières choses qu'on va faire sur un produit ou sur un service avant de l'acheter, souvent, c'est qu'on va aller sur Google et on va le googliser, comme on aime le dire. On va taper le nom et on va voir ce qui ressort. Donc, qu'on soit finalement un laveur de voiture, une entreprise de ménage, un restaurant, un hôtel, mais ou alors une agence de com, on va aller voir ce que les gens disent de cette action, de cette entreprise ou de ce produit. Et donc aujourd'hui, vraiment, ça concerne tout type de business, ou en tous les cas, la grande majorité. D'accord. Est-ce que du coup, justement, tu as des quelques conseils à nous donner? Tu as abordé Google My Business, on pourra en parler un petit peu plus tard. Comment est-ce que déjà on peut gérer une e-réputation? C'est une très bonne question. Alors en fait, c'est vraiment un cumul de plein d'actions. Déjà, ce serait éventuellement d'utiliser, je vais vous donner 2-3 astuces très très rapidement, mais d'utiliser des outils gratuits déjà, parce qu'il y a déjà des outils gratuits qui sont à votre disposition et qui demandent vraiment pas de grosses compétences techniques. Vous avez un outil qui s'appelle Google Alert, dans laquelle vous allez pouvoir en fait glisser des mots-clés, le nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, etc. Et en fait, dès qu'il y a un article sur Google notamment qui va sortir avec votre nom, vous allez recevoir un email qui va dire voilà, il y a quelque chose qui se dit sur vous. Ça peut vous permettre déjà de faire de la veille, de voir si on parle de vous, et si on parle de vous, si on en parle en bien ou en mal. Déjà, si on en parle en bien, ça va vous permettre de pouvoir les remercier, etc., voire de partager l'information. Et si on parle de vous en mal, de pouvoir réagir en fait à cette publication. Donc déjà, Google Alert, outil gratuit, vous mettez des mots-clés et à partir de là, vous recevez des alertes. Après, autre action que vous pouvez faire, c'est utiliser d'autres outils. Il y a Feedly, etc. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube très facilement qui sont des outils de veille un peu plus poussés que Google Alert, voire complémentaires. Et après, mener des actions de front comme à chaque fois que vous avez en fait un client qui est satisfait, qui vous le dit par téléphone, qui vous envoie un mail, etc., lui proposer de laisser un avis sur une plateforme. Par exemple, Google My Business. Si vous êtes un restaurant, un hôtel, dans l'hôtellerie ou un centre de loisirs, un cinéma, un parc d'attractions, quoi que ce soit, vous allez le faire sur des plateformes telles que TripAdvisor, Google My Business et autres. Puis en fait, voilà, il y a vraiment aujourd'hui des plateformes pour tout type d'activité. Il y a des généralistes, Google My Business notamment, puis il y a des spécialistes, TripAdvisor, restauration, hôtellerie, loisirs. Vous allez en avoir plus pour le e-commerce, Trustpilot, 1001 avis, etc. Donc en fait, selon votre business, vous allez chercher la plateforme ou les plateformes adaptées et vous envoyez vos clients sur ces plateformes pour qu'ils laissent des avis. Franchement, déjà, si vous faites un peu de veille sur votre nom et le nom de la société, plus de la récupération, de la récolte d'avis clients, vous avez déjà un bon lancement. Et le dernier conseil, quand on vous donne un avis qui soit positif ou négatif, eh bien, on y répond. Tout à fait. Que si je te dis, Étienne, merci pour ton émission, elle est géniale, ton réflexe, ça veut dire, oh, merci David, ça me fait plaisir, moi aussi de t'avoir. Donc, il y a une réponse, en fait, quand on dit quelque chose de positif, et souvent, les gens ne réagissent qu'au négatif. Donc, il faut surtout s'occuper des gens qui sont contents aussi. Tout à fait, c'est que tu fais une belle analogie. Je le fais également souvent pour expliquer à mes clients, mais en fait, tout ce qui se passe, et tu l'as dit au début de l'émission, mais tout ce qui se passe dans le monde digital, en fait, c'est juste une transposition de ce qu'on fait dans le monde réel. Et donc, il faut se remettre à la place de dire, si on a un avis dans le monde réel, on va y répondre parce qu'on est poli et que la personne en face de nous. Donc, il faut qu'on fasse la même chose dans le monde digital. C'est vraiment important de se dire, c'est pas parce que c'est digital que du coup, il y a une autre règle qui s'applique. En fait, c'est des hommes qui font le digital. Alors bien sûr, il y a des machines, il y a des algorithmes, il y a de l'intelligence artificielle même, etc. C'est pas le sujet. Mais au départ, le digital, ce ne sont que des hommes. Le digital, c'est qu'un outil censé rapprocher les hommes. Donc moi, j'adore faire du digital, c'est mon gagne-pain et c'est ma passion et c'est mon activité du quotidien. Mais moi, je ne sais pas faire du digital sans l'humain. J'aime replacer l'humain au cœur du digital parce que, je veux dire, tu peux faire le meilleur podcast de la Terre s'il n'y a pas des humains qui l'écoutent. Je veux dire, Ça sert à rien, ouais. il sert à rien.
D'accord. Alors, effectivement, donc on parle du humain, on parle du coup de plateformes. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus importantes que d'autres, qui vont attirer du coup les humains, les hommes, qui vont dire bah tiens, cet avis, je vais plutôt le voir. Est-ce que donc Google My Business, c'est la première chose qu'on voit généralement lorsqu'on fait une recherche parce que ça apparaît sur un côté de l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui font que ça va vraiment aider sur le métier qu'on peut avoir? Parce qu'on peut aussi faire des avis sur LinkedIn, sur Facebook. Ouais. Quel est pour toi le plus fort là-dedans, en fait? Ce qui peut le plus aider une entreprise? Alors, je pars du principe qu'il n'y a pas une seule bonne réponse déjà à ce genre de choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour les passionnés d'Astérix. L'idée, en fait, c'est toujours une question d'objectif. Ou en tous les cas, c'est comme ça que moi je travaille. C'est pourquoi tu veux faire des avis, pourquoi tu veux récolter des avis, etc. Quel est ton objectif? Si ton objectif, c'est, je crois que tu avais un intervenant sur LinkedIn hier, si ton objectif, c'est vraiment d'avoir un rôle d'expert sur LinkedIn, parce que c'est vraiment la plateforme que tu as sélectionnée pour faire ton business et pour parler de toi, bah, je veux dire, tu peux mettre autant d'avis sur TripAdvisor et sur Google My Business. Si ton canal de com, c'est LinkedIn, capitalise tout sur LinkedIn, ou en tous les cas, la majorité sur LinkedIn. Si à l'inverse, l'idée, c'est de travailler du référencement parce que tu veux être vu par le plus grand nombre et que les gens te trouvent parce que tu es une boîte de service, admettons, etc., bah là, va capitaliser plutôt sur Google My Business parce que ça va être un généraliste. Et quand les gens vont faire la recherche, je rappelle, hein, il y a 91%, je crois, 92% des recherches qui se font sur Google en France. Donc, du coup, bah, capitaliser sur Google My Business, c'est une forte chance que les gens voient tout de suite les étoiles et les avis par rapport à ça. Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que des plateformes, il y en a plein. Plutôt que de foncer tête baissée, c'est sélectionner une ou plusieurs plateformes par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre ou à la plateforme sur laquelle vous voulez être le plus représenté. Avec l'avantage, pour moi, c'est que quand ça a en plus une incidence positive sur le référencement, il ne faut pas s'en priver. Or, des recommandations, par exemple, qu'on peut avoir sur LinkedIn, sur son profil personnel, n'ont quasiment aucune influence sur le référencement. Par contre, enfin, sur le référencement Google, hein, je l'entends. Par contre, des avis que tu vas pouvoir avoir sur Page Jaune, que tu vas pouvoir avoir sur Facebook, que tu vas pouvoir avoir sur Google My Business ou sur d'autres plateformes, quand vous regardez votre fiche Google My Business, vous avez les étoiles Google, mais en bas de cette fiche, vous avez aussi le nombre d'avis que vous avez sur Facebook, sur Page Jaune, etc. Donc, il y a des fois des connexions qui se font. Et quand les synergies, quand il y a un maillage qui se fait, forcément, ça vient compléter le volume global d'avis et donc l'impression positive que les gens ont de votre entreprise. D'accord. Donc ça, c'est important de se dire aussi que du coup, l'avis va participer au référencement. Ouais. Est-ce que du coup, on peut parler un petit peu plus maintenant de Google My Business? Est-ce que du coup, tu es aussi l'un des experts que je connais là-dedans, même l'un des seuls, qui t'y est intéressé assez rapidement? Voilà, un C'est la peu. seule fois de ma vie, tiens, petite anecdote, je te coupe. C'est la seule fois de ma vie où j'ai lu des conditions générales d'utilisation, par exemple. Eh ben, bravo. Je crois que tu es le seul à l'avoir fait. Tu dois être le seul à l'avoir fait, effectivement. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la logique, comment ça fonctionne un petit peu Google My Business? Oui, tout à fait. Alors Google My Business, l'idée au départ, c'est vraiment de recenser des informations, enfin que vous déposiez plutôt des informations pour avoir un référencement local. On va dire qu'il y a 3 types de référencement. Il y a ce qu'on appelle le référencement naturel. On va parler du référencement après payant. Alors ce qu'on appelle le Google Ads ou Google AdWords, c'est l'ancien nom, etc. Donc là, on achète de la plateforme. Et puis, il y a aussi le référencement qu'on va faire en local, ce qui va nous permettre de sortir notamment sur Google Maps ou dans la fiche Google My Business qui est sur la droite. L'objectif, c'est quoi? C'est de récolter un maximum d'infos sur vous, le nom de votre société, votre secteur de chalandise, la nature de vos produits, de vos services, une petite description, vos horaires d'ouverture, etc. Et que vous ayez une sorte de fiche d'identité disponible sur Google et consultable par un maximum de personnes. De manière à ce que, par exemple, quand je cherche un coiffeur à Cergy-Pontoise, je puisse avoir une liste d'entreprises locales. Et si je veux en savoir plus sur tel salon de coiffure, que je puisse avoir ses horaires d'ouverture, mais également peut-être ses tendances, un coiffeur afro, spécialisé dans la coiffure afro, ou plutôt un coiffeur masculin uniquement, ou alors un coiffeur mixte. Voilà, avoir ce genre de détails, les horaires d'ouverture, bien sûr, le secteur de chalandise, si c'est une entreprise qui se déplace, et puis avoir les avis clients avec nos fameuses étoiles. Qui, si vous regardez bien une page de résultats Google, les étoiles, en fait, c'est la seule couleur un peu vive qu'on a. Les résultats, en fait, d'une page Google, voilà, ils sont tous d'une couleur, et à partir de là, vous avez les étoiles qui sont une seule couleur vive qui apparaît un peu dans le coin de l'écran. D'accord. Donc voilà, Donc, donc l'idée attire le regard et ça sert.
Voilà, ça attire le regard et ça invite au clic en tous les cas. Et chez Google, croyez bien qu'ils sont très forts sur ce qu'on appelle l'eye tracking, donc voir comment l'œil humain en fait réagit face à un écran et à plein d'informations. Et donc à partir de là, on peut très vite imaginer que si les avis sont de cette couleur et à cet endroit, ce n'est pas sans raison. D'accord. Est-ce que du coup, tu as des choses qui sont importantes en priorité à remplir dans cette page? Est-ce que c'est donc c'est un outil gratuit, hein, Oui. on le rappelle. Est-ce Il n'y qu'il a y a pas des de version indications payante. spécifiques? D'accord. Voilà, il n'y a pas de version premium payante ou quoi que ce soit. Donc tout le monde est la même enseigne, ça c'est intéressant. Quelles sont les choses à mettre en priorité dans Google My Business? Bien sûr, le nom de votre société, votre adresse, votre site internet, parce que c'est un bon moyen de générer du trafic quand même vers votre site internet. Alors, ça ne doit pas être le seul, hein, vous ne devez pas capitaliser tout là-dessus, mais en tous les cas, c'est un moyen d'avoir du trafic entrant vers votre site internet. Vos horaires et vos jours d'ouverture, notamment quand vous avez un commerce ou en tous les cas quand vous recevez du public. Et encore plus, tout ce qui concerne les jours fériés et ou les situations comme en ce moment avec le confinement. Vous pouvez imaginer, notamment quand vous avez un établissement pour lequel les gens se déplacent pour venir vous voir, qu'il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un ait fait de la route, que quelqu'un ait galéré pour stationner et que quand il arrive, eh bien, ce soit fermé, alors qu'il y a un quart d'heure avant, il a regardé et c'était ouvert. Donc, bien penser en fait à entretenir vos horaires, vos jours d'ouverture et vos fermetures exceptionnelles. Il y a des onglets pour ça dans l'outil qui sont préconçus. Notamment même Google envoie des mails. Et voilà, et Google, alors voilà, si vous avez bien pris la main sur votre compte, etc., vous recevez des alertes de Google par rapport à ça. Et puis ensuite, un descriptif, des photos. Les photos fonctionnent très très bien. Donc n'hésitez pas à mettre des photos, des visuels en tous les cas. C'est beaucoup consulté. Encore une fois, on achète souvent par l'image en premier, qu'elle soit vidéo ou photo, et aller chercher des avis clients. Parce que si vous ressortez si vous êtes coiffeur ou agence de com et que vous ressortez dans les résultats, souvent vous avez 3 résultats de recherche avec Google Maps. Si vous ressortez dans les 3, selon si vous êtes ouvert ou fermé au moment où la personne fait la recherche et selon le nombre d'avis clients que vous avez, bah forcément dans la guerre des 3 premières places, ça va avoir un impact sur la décision du consommateur. Donc, allez vraiment chercher des avis et dès que quelqu'un sort de chez vous, fait un achat et que vous voyez que la relation elle est bonne, etc., encore plus quand la relation elle est bonne, etc., dites aux gens de laisser un avis. Et pour faire ça, vous pouvez leur envoyer un email, vous pouvez leur envoyer un SMS avec un lien, vous pouvez très bien afficher à la caisse ou dans votre établissement un flash code que les gens ont juste à flasher, qui renvoie vers un lien pour laisser des avis. Bref, il y a plein de petites astuces comme ça pour récolter des avis. Alors, je connais la réponse, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'on a le droit de mettre une tablette, un ordinateur dans son lieu de commerce, par exemple, pour avoir des avis? Alors, s'il y a 3 choses à retenir dans ce qu'on a le droit et pas le droit de faire sur les conditions générales d'utilisation de Google My Business, ce que tu viens de dire en fait partie. Donc, nous n'avons pas le droit, vous n'avez pas le droit de mettre à disposition des tablettes, des écrans pour que les gens puissent laisser des avis directement dans votre établissement. Bah parce que ça marche pas comme ça, donc Google n'en veut pas. Et puis avec notamment l'adresse IP, même si vous savez pas comment marchent les adresses IP, vous inquiétez pas, Google sait très bien comment ça marche. Et s'il voit que tous les avis arrivent à ce moment-là, voilà. En plus de ça, au niveau RGPD, c'est pas forcément très cool. Je pense qu'il peut y avoir des petites défaillances parce que rappelez-vous, il faut que les gens se connectent à leur compte Google. Et si vous avez quelqu'un qui quitte votre établissement, qui a oublié de se déconnecter, ça peut être, voilà, on ne sait pas ce que la personne qui va arriver après ou le chef d'établissement va faire. Donc, je vous le déconseille. 2 autres choses que vous n'avez pas le droit de faire. Normalement, on parle du positif, on parle de ce qu'on a le droit de faire, mais là, on va faire un peu de pédagogie inversée. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de demander un avis en échange de quelque chose. Par exemple, tu laisses un avis et je te donne un bon d'achat ou voilà, ou je te donne un cadeau sur le fait que tu me laisses un avis. Alors, pas vu, pas pris, certes, mais en tous les cas, on n'a pas le droit. Et surtout, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et ça, Google fait la chasse de plus en plus, c'est quand vous mettez le nom de votre société sur votre fiche, ça doit être le nom de votre société, le nom de votre enseigne. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit, sur ma fiche Google My Business, d'avoir Comeres, agence de communication digitale dans le Val d'Oise, spécialisée dans le print et la communication, enfin que sais-je. Et il y en a très souvent qui mettent tout un tas d'informations à côté du nom de leur fiche
pour avoir un impact sur le référencement, etc. Ça, c'est totalement interdit. Et voilà. Et si vous voulez un peu embêter vos concurrents, je vais vous donner un tips pas très cool, mais si vous voulez embêter vos concurrents, vous les signalez comme quoi le nom de leur société ne correspond pas aux conditions générales d'utilisation. Et un plombier qui s'appelle, je sais pas moi, société Intel, plombier, chauffagiste, climatisation, bah, il va voir toute la partie plombier, chauffagiste, climatisation qui va être supprimée de sa page, dans le titre de sa page Google My Business. D'accord. Bon, c'est pas très cool de faire de la dénonciation, mais Non, c'est c'est pas bon à très savoir qu'on n'a pas le droit en tout cas. Mais en tous les cas, alors l'idée c'est pas d'en faire. L'idée c'est surtout de se dire que si quelqu'un vous en fait ou si Google vous top sur les fiches, bah voilà, ça va pas être. Pourquoi, ouais. Et là en fait c'est juste respecter les règles. Hein. C'est voilà, encore une fois c'est comme téléphoner au volant, c'est interdit. Je le fais pas vu, pas pris. Je le fais. J'ai un accident où je me fais attraper par la police. Bon bah je sais la sanction qui m'attend. Voilà, c'est juste ça. Très bien. Eh ben, merci pour cette partie sur Google My Business. Je sais aussi qu'on peut, on peut avoir des clients qui mettent des photos, etc. Est-ce qu'on peut gérer ces photos ou est-ce que du coup, bah, c'est eux qui peuvent faire ce qu'ils veulent? Alors, ils font par défaut ce qu'ils veulent. D'accord? Donc ça, c'est pas toujours très, très cool. Ils font souvent ce qu'ils veulent, donc selon, enfin j'ai eu plein de cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu plein de cas. J'ai eu des cas avec des attaques chez certains de mes clients, donc des clients qui sont fait attaquer avec des photos et des choses vraiment pas sympas qui étaient publiées. Et j'ai eu à l'inverse aussi des gens qui publiaient des photos, mais qui s'étaient trompés de fiches. Parce qu'en fait, vous savez, des fois, à l'adresse d'un bâtiment, il y a plusieurs sociétés. Et donc, quand les gens font une recherche par société, des fois, ils trouvent sur une adresse et ils posent les photos pas forcément au bon endroit. Dans tous les cas, on peut le faire. On peut signaler en haut à droite de l'écran quand vous avez votre photo en question. Vous pouvez la signaler en disant que voilà, il y a plusieurs critères. Vous en sélectionnez un. À partir de là, vous l'envoyez à Google. Par expérience, nous, on a réussi à faire supprimer 100% des photos qui étaient dérangeantes pour nos clients ou qui étaient des erreurs, hein, tout simplement. Maintenant, ça nous a demandé 20, 30, 40, 50 signalements avant que ça soit pris en compte par Google. Donc, ne croyez pas qu'en signalant une fois, ça va arriver. Ou alors le coup de chance. Pour rester dans le côté un peu désagréable, si on a des mauvaises recommandations, des mauvaises notes, des avis, ouais. comment est-ce qu'on peut, on peut réagir? Alors déjà, il faut identifier deux cas de figure. Est-ce que c'est un vrai avis négatif, c'est-à-dire un vrai client qui est pas satisfait de la prestation ou du produit qu'il a acheté chez vous? Donc là, on a un avis négatif. Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à identifier et qui est un spam, entre guillemets, qui est quelqu'un qui n'est pas client chez vous et qui a laissé un mauvais avis? Et donc là, dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. Il y en a un, c'est un client, il n'est pas content. Il y en a un autre, c'est pas du tout un client, c'est quelqu'un qui veut vous embêter. Donc, premier cas de figure, c'est un client, il est bien identifié et à partir de là, il est insatisfait. Dans tous les cas, de toute façon, on ne va jamais envenimer les choses. Ça, c'est la règle d'or. On ne fait pas envenimer les choses sur le réseau, sur la réponse aux avis. On va remercier la personne, voilà, de dire bon, bah, merci de nous avoir fait remonter ce genre d'informations. Et on va écrire qu'on va prendre contact avec elle, si on a son numéro de téléphone, puisqu'on est dans le cas où c'est un client. Mais dans certains cas, on peut imaginer, je sais pas moi, une pharmacie, on n'a pas les numéros de téléphone de tous nos clients. Donc, comme quoi, on va prendre contact avec le client quand c'est possible, ou alors, si c'est pas possible, qu'on invite la personne à prendre contact avec nous afin de trouver une issue favorable à cette insatisfaction. L'idée, là, c'est pas de régler le problème à travers la réponse aux commentaires. L'idée, c'est de véhiculer une image positive de votre entreprise. Comme quoi, bah oui, en fait, l'erreur est humaine et ça peut arriver que des fois, on ait une prestation qui soit pas parfaite. Mais par contre, on vous invite ou alors on va vous appeler de manière à faire notre job, en fait, de service après-vente et de voir dans la relation client qu'est-ce qui n'a pas été. Et par expérience, très souvent, tous les clients pour lesquels j'ai dû gérer ce genre de conflit et pour lesquels ils ont appelé les clients, au début, on n'est pas très fiers de ce genre de situation, mais ça a très souvent une issue favorable. Pourquoi? Parce que ça se règle avec un geste commercial, avec une compréhension de pourquoi ça s'est mal passé et une issue en général qui est favorable. Et après, les gens, ils ont un facteur qui est génial, c'est qu'ils ne s'attendaient pas, en laissant un avis négatif, à avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et gardez en tête que psychologiquement, quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il a juste envie d'être écouté. Il y a quelque chose qui lui a pas plu, il le dit, il a envie d'avoir une réponse. Et quand il y a une oreille attentive qui lui prête un peu d'attention, qui écoute son problème et qui essaye de lui apporter des solutions, généralement, on a une issue qui est très favorable à ce genre de cas de figure. Et vous avez la possibilité, quand c'est ça, de demander à la personne de modifier son avis.
Donc là, on n'est pas dans du faux, c'est à l'instant T, il y a eu une situation, le client n'était pas content. On a fait un travail pour remettre de l'eau dans notre moulin et voilà, et adoucir un petit peu la situation, voire même la régler totalement. Donc, on est en capacité de demander à la personne de modifier son avis. On va pas passer forcément de 1 à 5 étoiles. Mais en tous les cas, on peut avoir une note intermédiaire pour dire, au début, ça n'a pas été, mais en tous les cas, le service après-vente a été top et ils ont fait le job et aujourd'hui, ça va mieux et ceci, cela. Donc ça, c'est vraiment un truc à lequel vous pouvez penser. Deuxième cas de figure va être beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de robots ou des concurrents, des fois, qui veulent vous faire du mal, qui vous laissent des avis. Vous arrivez en général à les définir parce que vous avez vos bases de données, parce que vous connaissez les clients, etc. Si vous n'arrivez pas à l'identifier, gardez en tête que ça peut des fois être aussi pas forcément le client directement, mais quelqu'un qui utilise votre produit. Je prends l'exemple, vous avez un acheteur dans une entreprise de 50 personnes qui vous passe une commande, mais l'utilisateur de ce produit, c'est pas celui qui vous a passé la commande, donc c'est pas le nom que vous avez habituellement. Mais par contre, l'utilisateur, lui, va vous laisser un mauvais avis et voilà, il va vous dire, non, vous faites pas partie de nos clients, etc. Donc gardez toujours en tête quand même que ça peut être quelqu'un qui est dans le projet. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est simple, c'est une réponse assez simple en disant que on est désolé pour la situation, mais malgré toutes nos recherches en interne dans nos bases de données, il semblerait que cet avis soit une erreur et qu'en gros, cette personne n'a jamais été cliente. Maintenant, si c'est le cas, qu'il n'hésite pas à nous appeler par téléphone et qu'on se tient à son entière disposition pour, encore une fois, trouver une issue favorable par rapport à ça. Ce qui compte, dans les deux cas, c'est pas vraiment la réponse à l'avis que vous donnez. Elle est importante, mais ce qui va compter, ce sont les centaines, voire les milliers de personnes qui, dans le temps, vont lire la réponse à l'avis négatif et qui vont se dire, qu'est-ce qui se passe si je laisse un avis positif parce que je travaille avec cette boîte? Est-ce que je vais me faire, si je suis pas content, est-ce que je vais me faire laminer par le patron qui va se défouler sur moi? Ou est-ce qu'à l'inverse, si ça se passe pas très bien ou s'il y a un couac, ils vont être là pour m'aider, pour m'accompagner, pour trouver une solution à ma problématique. Et vous sortirez gagnant et pas vainqueur, parce qu'on cherche pas à gagner forcément, mais vous sortirez gagnant de cette situation en véhiculant ce genre d'image. J'étais un peu long dans ma réponse, mais je pense que j'ai été assez précis. Très complet, ouais, c'est parfait. Complet, merci. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir parce que tout à l'heure, tu parlais un petit peu qu'il y avait des correspondances sur la fiche Google Business, qu'il y avait d'autres sites qui pouvaient du coup interagir avec, notamment Facebook. Donc, si on a des avis sur Facebook, ça peut arriver du coup sur Google. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'une stratégie Facebook? Est-ce que tu peux donner déjà les grandes lignes si on veut faire du business sur Facebook? Alors, pour faire du business sur Facebook, alors on est d'accord, on n'est plus dans les avis, on est plutôt dans l'utilisation de Facebook pour faire du business. Eh ben, bon courage. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, alors je dis pas sans raison. Je dis pas ça sans raison. Aujourd'hui, faire du business sur Facebook, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est difficile. Il y a plusieurs raisons qui sont extrêmement simples à comprendre. La première, c'est que Facebook, encore une fois, qu'on n'aime pas les idées reçues et autres, ça reste le réseau social numéro 1. Ça reste le réseau social sur lequel il y a le plus d'utilisateurs actifs par mois. Il y a des étoiles montantes. Bien sûr, on a Instagram depuis quelques années, on a des TikTok qui sont en train d'arriver, etc. Enfin, qui sont en train d'arriver, qui sont déjà bien implantés d'ailleurs, et qui fonctionnent très bien. Facebook, il y a du monde. Qui dit il y a du monde, ça veut dire que il y a des gens qui veulent essayer d'utiliser ce monde, cette audience, pour faire du business. Et forcément, quand tu arrives à un moment où on est plusieurs à avoir le même objectif avec un même outil de communication, il peut y avoir des bouchons, si je dois imager. Donc aujourd'hui, faire du business sur Facebook, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes un super créatif et vous avez un super produit de dingue et vous êtes super doué pour et dans ces cas-là, changez de métier, montez une agence de com, vous gagnerez plein d'argent parce que voilà, rares sont les gens qui vraiment arrivent à faire des buzz sur buzz sur buzz sur buzz en partant de zéro et en n'étant pas connus. La plupart d'entre nous créons des pages pour gagner en visibilité, souvent de la visibilité locale, etc. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, Facebook, c'est payant. Encore une fois, il y a tellement de monde sur la plateforme que pour passer et pour avoir un maximum de visibilité, le côté naturel, organique de la diffusion d'une publication est beaucoup plus faible et devient de plus en plus faible pour que justement ça incite les gens à sponsoriser, à booster. Vous avez souvent un petit bouton bleu booster. L'idée, c'est de mettre de l'argent. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre très cher, 5, 10, 15, 20, 50, 100 euros, selon l'objectif que vous voulez atteindre. Mais la publicité sur Facebook, c'est vraiment une activité à part entière. C'est comme le référencement sur Google. Ça demande
de potasser un peu le sujet quand même. Et alors c'est pas très compliqué, enfin il y a quand même des basiques qui sont assez simples à comprendre, pour lesquelles vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet. Mais partez du principe que si vous n'avez pas d'argent à mettre sur la table pour faire de la pub et faire du business sur Facebook, soit vous allez ramer, et c'est relativement long et incertain, comme je le dis souvent, ou alors vous allez mettre pas mal d'argent sur ça. Et voilà, donc après, ça dépend ce qu'on a à vendre. Il y a notamment les VDI, les vendeurs, tu sais, ceux qui font des produits de beauté, tous ces trucs-là, là, les ventes pyramidales, etc., qui arrivent bien. Parce qu'en fait, eux, ils ont compris le concept, c'est qu'ils se créent une petite communauté, bon, de petite, hein, des fois, et même grande, à travers des groupes, des choses comme ça. Et en fait, ils ont vraiment une audience qui est très, très ciblée. Et donc, à partir de là, ces gens, ils organisent des réunions virtuelles, un peu comme là, on est en train de le faire en ce moment pour le podcast. Et du coup, ils échangent, etc. Donc, voilà, là, on est sur quelque chose de très local. Ça marche encore assez bien. Mais quand vous voulez vraiment conquérir le monde, comme Minus et Cortex, en partant directement sur Facebook, ouais, bon courage. Il va falloir du temps et ou de l'argent. Et alors, donc, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que si moi je fais une publication pour ma page d'entreprise, Ouais. en gros, c'est pas les 50, 100, 2000 fans que je peux avoir qui vont voir cette publication. C'est C'est-à-dire qu'il n'y a ça. qu'une partie qui va être visible par mes fans. Et si je veux que tous mes fans la voient, il faut que je paye pour avoir cette visibilité. C'est ça. Je crois, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, c'était quelque chose comme entre 5 et 10% en moyenne des personnes, des abonnés de votre page qui voient une publication native. Donc après, selon la publication, le jour, l'heure à laquelle elle est postée, etc., la typologie, c'est une vidéo, c'est une photo, voilà, il va y avoir plus ou moins de diffusion organique, naturelle. Mais en tous les cas, les stats sont très fines. C'est sont très 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 bas, fines. ouais. Ouais. Et puis, il va y avoir aussi une notion, alors l'algorithme, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais l'algorithme, il va falloir le chauffer un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas je mets une publication, c'est terminé. Il va falloir publier régulièrement du contenu qui va générer de l'engagement. L'engagement, c'est le like, le commentaire, le partage. Il va falloir générer tout ça pour que l'algorithme se dise, tiens, cette personne, ça bouge chez lui, il se passe des choses, etc. Donc, je vais augmenter, je vais ouvrir un peu les vannes sur la diffusion organique. C'est très schématisé, très rendu très simple ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'il faudrait plus de temps pour le développer, mais les grandes lignes, c'est ça. D'accord, parce que c'est vrai que moi, je l'avais dans le podcast la dernière fois, c'était Dimitri Ribal qui du coup est beaucoup sur LinkedIn et lui, il est aussi community manager. Il me disait que à l'inverse, LinkedIn, on partait quasiment de rien à chaque fois. C'est que l'algorithme de LinkedIn, bah, j'ai fait un post, c'est cool, et il a fait plus ou moins du buzz, mais le prochain, ça veut pas dire qu'il sera mis en avant par la plateforme. Là, tu me dis que du coup, Facebook, au contraire, si on a du buzz sur c'est une bonne base pour être de plus en plus. En fait, c'est un peu un effet boule de neige sur Facebook. Alors, oui et non. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Attends, j'ai l'impression d'être un politicien quand je fais mais c'est ce que j'explique tous les jours. L'idée, encore une fois, c'est que ces règles-là, elles vont avoir tellement de différences entre la typologie de ce que je diffuse, vidéo, photo, texte, partage d'un article, etc., que en fait, la bonne méthode, si je devais donner une méthode simple, mais par contre terriblement efficace, c'est faites quelque chose en ayant un objectif. D'accord? Je mets cette publication, j'aimerais qu'elle obtienne, je sais pas, 10 likes et 2 partages. D'accord? Donc, vous créez votre publication pour qu'elle ait 10 likes et 2 partages. Si vous y arrivez, tant mieux. Vous répliquez ce que vous avez fait sur une prochaine publication. Et là, vous confirmez. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était un coup de bol, j'ai atteint mon objectif, ou est-ce que, en le répliquant, j'ai re-atteint cet objectif? Et là, dans ce cas-là, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, et vous allez pouvoir le répliquer aussi longtemps que ça fonctionnera. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, vous modifiez un paramètre, vous republiez, et vous voyez si ça change quelque chose. Et en fait, à chaque fois, ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué ce matin sur ma conf, sur les statistiques des emailing. Voilà, faites quelque chose, testez-le, analysez les résultats. Si ça fonctionne, je réplique et je confirme que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je change un paramètre, je republie, je réanalyse, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut aussi garder en tête une chose, c'est que très souvent on me dit c'est quoi le meilleur jour, la meilleure heure pour publier, comment je fais pour faire ci, pour faire ça, et je dis souvent il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, et ce que souvent les gens oublient de prendre en compte, c'est l'audience. L'audience d'une page Facebook pour une boîte de nuit ne sera pas la même que pour installer des baignoires avec une porte pour nos chers seniors. D'accord? Donc, il ne va pas y avoir des heures de présence et des jours de présence identiques des deux audiences que je prends complètement différentes.
Et elle va pas y avoir les mêmes attentes. Il y en a qui vont préférer de la vidéo, d'autres qui vont préférer avoir au contraire de la musique pour s'ambiancer avant d'aller en boîte, etc. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut que vous réussissiez à analyser, c'est qu'est-ce qu'attend mon audience. Et il y a des moyens assez simples. Bien sûr, il y a les statistiques, mais des fois, faites quelque chose d'extrêmement simple. Posez-leur la question. Faites une publication sur de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous donne comme information, en quoi est-ce que je pourrais vous aider. Et j'aime bien dire, pour finir, qu'une bonne page, quand elle fonctionne bien, elle vous appartient plus. Et elle appartient en fait à votre audience. Et vous n'êtes que le serviteur de votre audience. C'est-à-dire que votre audience, elle a le droit de vie ou de mort sur ça j'aime pas. Et vous êtes là pour vous adapter en tant qu'expert de votre domaine. Et voilà. Et si vous arrivez à faire ça, c'est génial parce que vous avez de l'engagement, parce que vous avez des gens qui vous suivent, parce que le contenu, il est fait pour eux. Il n'est pas fait pour vous. Ça, c'est important, c'est que on va penser à l'humain qui est derrière Ouais. l'ordinateur, derrière son téléphone, et on va se demander qu'est-ce qui peut l'intéresser pour qu'il y ait une interaction. Et si jamais s'intéresse pas parce qu'on fait sa pub et qu'il n'a pas envie de voir notre pub, du coup il va pas interagir, il va pas voir la publication, il va sûrement pas la partager. Donc il faut vraiment se dire quelle valeur je peux apporter à mon audience pour que eux en fait ils aient un engagement derrière. Moi, j'aime bien les 80-20, hein, la loi de Pareto. 80% de contenu qui va vraiment être utile sous forme de conseils ou partage de l'actualité, de la vie de l'entreprise. Voilà, et 20% d'actions, enfin de publications plus commerciales. Et à partir de là, en fait, on respecte un équilibre qui est assez intéressant parce qu'en fait, on va créer de l'échange avec notre audience. On va montrer notre vrai visage, les coulisses, etc. de l'entreprise. Les gens adorent ça au travers des photos, des publications et autres. Et après, de temps en temps, bim, je mets un post là-dessus. Ce qui veut dire, si je respecte ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que si vous faites 10 publications par mois, ce qui fait à peu près une publication tous les 3 jours, 10 publications par mois, il y a 8 publications que vous faites sur la vie de votre entreprise, sur du partage d'expérience, du conseil, comme là je suis un peu en train de le faire avec vous, et 20%, donc 2 publications par mois qui sont sur une offre commerciale ou sur un produit, etc. Et en fait, quand on se rend compte, ça veut dire qu'il faut savoir donner pour recevoir pour faire fonctionner les réseaux sociaux. D'accord. Tu disais il y a quelques instants, on peut demander à son audience. Donc tout simplement, on fait un post en disant chère audience, qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un truc tout Ouais. aussi simple, ça fonctionne. Moi, j'ai appris souvent que les choses les plus simples sur les réseaux sociaux sont parfois celles qui fonctionnent le mieux. Et moi, avec mon équipe, parce que nous, on crée le contenu pour nos clients, donc des fois, on se casse la tête pour trouver des idées, etc. Et des fois, je passe souvent du temps à leur dire faites simple, faites simple, faites simple. C'est pas l'histoire comme vous pourrez l'imaginer, de faire plus de marche parce que les mecs bossent moins sur le projet comme ça. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire simple. Et ce C'est qui prend le compliqué. plus de temps, c'est de faire simple. Et ça, c'est l'envers du décor. Et tous ceux qui sont dans la créa graphique, etc., ils me le diront, c'est faire simple, c'est ce qu'il y a des fois de plus compliqué. Et, et aussi, pensez qu'il y a des outils, notamment sur les pages, pour faire des sondages. Donc, vous avez des outils sur Facebook qui vous permettent de faire des sondages. Souvent, je crois, alors c'est plus moi vraiment qui mets les mains là-dedans, c'est dans mon équipe, mais de ce que je me rappelle pour avoir fait ça il y a quelques temps, je sais que dans les outils sondages, on pouvait faire des choix entre un peu de l'A/B testing finalement, version A, version 2, on peut mettre des images, on peut mettre un petit bout de texte, etc. Et les gens sélectionnent. Et ce qui fait que vous pouvez très bien imaginer deux sujets, de thématiques pour un prochain article de blog ou pour un prochain produit à sortir ou pour un nouveau logo ou pour le lieu de votre prochain événement. Et à partir de là, faites partager votre communauté. Ça va générer ce qu'on appelle de l'engagement. Les gens vont cliquer, vont commenter, vont partager, vont répondre. Et s'il y a bien une chose que les gens adorent sur Terre, c'est donner leur avis. Et oui. Mais Ça, non, c'est mais c'est sûr. vrai, les gens adorent donner leur avis, même quand on leur demande pas des fois. Donc, jouez avec ça, posez-leur des questions et très souvent, ils vous répondront. Et s'ils vous répondent pas, c'est que la question, elle n'a pas été pertinente pour eux. Donc, c'est pas grave, recommencez. D'accord. Est-ce que tu aurais du coup 3 conseils, alors pas forcément sur Facebook, mais peut-être d'une façon plus globale sur la communication pour quelqu'un qui se lance ou qui s'est lancé il y a pas très longtemps, 3 conseils vraiment primordiaux sur la communication. Quelles sont pour toi les 3 bases fondamentales en communication? Tu me laisses 1 seconde et demie. Allez, je les ai grosso modo, elles seront peut-être pas dans l'ordre, c'est pas grave. Premier conseil, prévoyez du budget dans votre business plan pour faire de la com. Que vous le sous-traitiez, enfin que vous le déléguiez, que vous l'externalisiez à une agence de com, un freelance, ou que vous le fassiez vous-même, ça va vous coûter de l'argent.
quoi qu'il arrive. Des outils, des livres, des formations, enfin voilà, ou alors après une prestation chez un prestataire, mais ça va vous coûter un budget. La communication, c'est un budget. Donc, prévoyez déjà dans votre business plan un budget. Et moi, j'accompagne des créateurs d'entreprises. Je fais partie des ce qu'on appelle les experts chez Initiative 95. Donc, j'accompagne des porteurs de projets de temps en temps. Et souvent, en fait, je suis comment dire, un peu triste. Étonné. Ouais, étonné aussi, parce que j'ai des gens qui arrivent et qui me disent, mais ouais, moi j'ai pas de budget, j'ai 100 balles pour faire de la com. Bah ouais, bah ça va être compliqué. Et même s'ils le faisaient tout seul, ce serait compliqué avec 100 balles. Pour beaucoup. Donc déjà, première chose, prévoyez un budget par rapport à ça. Ensuite, si vous voulez le faire vous-même, et ce qui est tout à fait louable, hein, formez-vous, apprenez. La communication, c'est un métier, comme le métier de chacun. C'est un métier, il est accessible au niveau basique, intermédiaire, expert par n'importe qui. On n'est pas né en étant une agence de com ou un communicant, on l'est devenu. Et enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, à partir de là, on a de la chance de vivre à une époque où on a Internet, où on a des livres, on a tout un tas de choses, on a YouTube et bref. Et donc, vous pouvez trouver des millions d'heures de formation gratuite, de tutos sur YouTube, etc. pour apprendre à bien faire les choses. Donc, plutôt que de regarder la dernière saison de Casa de Papel sur Netflix, ben, on fait un épisode de Casa de Papel et un tuto sur la communication. Et voilà. Et on alterne un petit peu. Je dis ça avec humour, mais c'est pas parce qu'on a arrêté l'école qu'il faut arrêter d'apprendre, et on a toute la vie pour apprendre et on a tous les outils gratuits pour le faire. Donc, pas d'excuses. Donc, continuez à apprendre. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, quand vous faites quelque chose en communication, faites-le en ayant un objectif et une cible. Au moins, ce genre de choses. Les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de toucher votre cible pour atteindre votre objectif. Les réseaux sociaux, c'est pas un objectif à part entière. Et si je devais mettre un 3,5e commentaire, les réseaux sociaux ne sont pas une obligation pour tous les business. Ce n'est pas parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux que vous avez l'obligation d'y être pour votre business. Ne comptez pas sur les réseaux sociaux pour vendre à votre place. Ou alors mettez une grosse stratégie, e-commerce, contenu sur les réseaux, etc. Oui, là, c'est pertinent. Mais sinon, basé sur l'humain, encore une fois, la relation humaine, etc. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil. Voilà. Je vois trop de gens qui je lance mon business, bim, les réseaux sociaux. Non. Définis ton objectif, ta cible, tes actions commerciales, etc. Et après, s'il te reste du temps, quand tu auras fait ta contact, tu n'auras pas vu ta famille de la semaine, ceci, cela, bah là, tu feras un peu de réseaux sociaux pour t'amuser, quoi. Mais faites-le toujours avec des objectifs et des cibles bien définies. Et c'est vrai que ça dépend de la cible, parce que si la cible, c'est un jeune, forcément, enfin, il y a de fortes chances qu'il ait un téléphone portable et qu'il soit sur les réseaux sociaux. Mais si sa cible, c'est une personne qui a plus de 60-70 ans, il y a moins de chances qu'elle soit présente. Et du coup, elle aura d'autres moyens de communication. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment voir où est-ce que sa cible va se renseigner, ses habitudes, pour pouvoir la toucher là où, en fait, elle se trouve. Et pas forcer sa cible à venir. Les seniors sont beaucoup sur Facebook, hein, notamment, donc on peut les avoir. Et garder en tête, tu disais aussi que les jeunes, ils ont beaucoup les smartphones, etc. Donc, raison de plus pour garder en tête que vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. J'entends par là qu'avec un smartphone, le réseau social n'est pas votre seul canal de communication. Le SMS, WhatsApp, et j'en passe, sont d'autres canaux de communication que vous pouvez utiliser pour toucher votre cible sans passer par les réseaux sociaux. Alors, j'ai plein de questions encore, mais on ne pourra peut-être pas toutes les poser. Est-ce que du coup, tu proposes des nouvelles choses? Est-ce que c'est pas trop intrusif d'avoir un WhatsApp d'une personne qu'on ne connaît pas ou peu, ou d'avoir un SMS? Est-ce que pour moi, c'est aussi intrusif ou pas intrusif que d'avoir l'adresse mail et de lui envoyer un spam pour acheter un portail ou que sais-je, ou réserver ses vacances d'été. C'est ma position, hein, d'accord, je sais que tout le monde ne la partage pas forcément, mais aujourd'hui, moi, j'utilise WhatsApp for Business. Donc, en fait, j'ai juste quelques fonctionnalités supplémentaires avec WhatsApp sur du suivi. J'irai pas dire comme un CRM, mais j'ai quelques outils qui me permettent de suivre des conversations, etc. et d'avoir des listes de diffusion. Et aujourd'hui, moi, j'adore communiquer avec mes clients, avec mes prospects, avec tout le monde via WhatsApp, parce que déjà l'outil je le trouve génial. Et parce qu'en plus de ça, et là, je vais vous donner une astuce, j'espère qu'elle va pas me coûter trop cher, parce que pour l'instant, on n'est pas beaucoup sur le truc, donc ça, je le livre exprès pour toi. Mais regardez une chose, quand vous voulez, en fait, vous pouvez faire des listes de diffusion avec WhatsApp, qui, contrairement aux mails où il y a les filtres anti-spam et ceci, cela, et la délivrabilité qui est de plus en plus réduite parce que les filtres sont de plus en plus puissants, WhatsApp, le taux de délivrabilité, si vous avez le bon numéro de téléphone, il est de 100%. Et vous savez qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, etc. Donc, quand vous voulez
passer un message. Voilà, vous avez aussi des stories dans WhatsApp. J'ai beaucoup étudié WhatsApp aussi, etc. Donc, Il y a bref. des stories dans WhatsApp. Ouais, et tu les vois tous les jours, mais tu n'y fais absolument pas attention. Quand tu WhatsApp, en haut, tu as 4 icônes, tu as l'appareil photo, tu as les discussions, et après, tu as actualité ou story. Attends, je regarde sur le mien, vite fait, je prends mon anti-sèche. Tu as l'appareil photo, discussion, statut et appel. Et les statuts, en fait, c'est ni plus ni moins que les stories. D'accord. En plus, c'est vraiment au milieu, donc voilà, et les gens n'y prêtent pas attention. Et là, en fait, quand vous faites ça, vous n'avez même pas besoin d'être intrusif pour le coup, vous n'avez même pas besoin d'envoyer à tout le monde, puisque la story, elle est visible par tous ceux qui sont en contact dans votre répertoire sur WhatsApp. Et après, vous voyez qui l'a vu et qui ne l'a pas vu. Et en général, si vous regardez tous votre bouton statut dans WhatsApp, je pense que si vous avez 5 personnes qui ont laissé des statuts, donc des stories, je pense que là, ça veut dire que déjà, vous avez du monde qui est à l'ouvrage. En général, on a entre 0, 1, voire 2 personnes qui ont laissé quelque chose là-dessus. D'accord, donc au moins je sais que je t'aurai dans mes stories. Et donc je vais voir s'il y en a d'autres qui ont c'est déjà cette astuce. En fait, quand il y a trop de monde, c'est un copain qui m'avait appris ça, peut-être qu'il m'écoutera sur le podcast, c'est un podcasteur aussi, et qui m'avait appris ça et qui m'avait dit, David, quand il y a trop de monde dans ta catégorie, il faut créer ta catégorie. Et en fait, quand il y a trop de monde sur Facebook, il faut trouver un autre canal de communication. Quand il y a trop de monde sur les emails, faut trouver un autre canal de communication. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les délaisser, mais en tout cas, il faut trouver quelque chose pour passer au travers des mailles du filet, tout en respectant les règles de bonne conduite, pour communiquer avec les gens. Les gens, ils ont un smartphone dans les mains H24. Il y a plein de moyens de rentrer en contact avec eux avec un smartphone. Et les grandes marques l'ont très bien compris. Hein. Les grandes marques ont très bien compris. C'est juste que pour nous, TPE ou petites PME, on ne s'autorise pas ce genre de choses. Mais moi, je reçois tous les jours. Il y a mon souffleur qui envoie tiens, la promotion, c'est la fête des mères, c'est Saint-Valentin, etc. Ma question, c'est est-ce que ça te choque quand tu reçois ce genre de choses? Est-ce que tu es outré? Non, parce que vu que j'aurais donné mon téléphone, c'est vrai que et si tu n'es pas content, envoie stop au 36 22, je sais pas quoi, et puis à partir de là, tu ne recevras plus de. Bah voilà. Donc finalement, voilà. Je pense qu'il faut moderniser un peu nos comportements. Ils se modernisent naturellement. Voilà. C'est mon point de vue. Après, il m'arrange bien aussi parce que je suis une agence de com. Non, mais voilà, j'aime bien prendre le contre-pied comme ça pour essayer de trouver autre chose et puis apporter un peu de fraîcheur dans nos actions pour nos clients. C'est intéressant. C'est important comme tu disais, hein, c'est que quand on n'est plus seul sur son marché, il faut se différencier, donc il faut trouver un nouvel vecteur de différenciation. LinkedIn a complètement explosé ces dernières années et du coup, c'est un peu l'Eldorado, mais je pense que d'ici la fin d'année ou en 2021, ça sera saturé et du coup, faudra trouver une autre idée. Il y a TikTok qui explose et du coup, c'est une bonne chose par rapport à si on a la cible qui est présente sur la plateforme. Faut trouver des bonnes idées pour être là où est notre cible et puis au bon moment aussi, quoi. On arrive à la fin de l'émission. C'était passionnant et j'ai encore plein d'autres questions, mais peut-être ça sera l'occasion de se revoir une prochaine fois en podcast. Pour terminer, j'aime bien un peu connaître les sources d'inspiration de mes invités. Est-ce que tu as des livres, vu que tu parlais de formation, donc j'imagine que tu as sûrement des livres, des podcasts, des vidéos sur YouTube, des choses. Qu'est-ce qui, voilà, 2-3 noms comme ça qui t'inspirent ou des personnes que tu suis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est une bonne question. Et elle était vraie. Et c'est là qu'on voit qu'on est en direct parce que je l'avais vraiment pas préparé. Non, en vrai, j'ai très peu de gens qui m'inspirent par eux-mêmes. J'ai plutôt des gens qui m'inspirent par ce qu'ils disent. Je suis rentré un peu dans tous ces trucs-là avec le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'ai compris après le mécanisme marketing commercial de ce bouquin et de toutes les structures qui vont avec, qui sont pertinentes, intelligentes, etc. En tous les cas, moi, qui m'ont aidé. Et puis après, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de bien-pensants et bienfaiseurs dans ce domaine du marketing, mais ça m'a aidé à un moment ou à un autre. Moi, je suis plutôt en fait à me dire de quoi j'ai besoin pour avancer et aller chercher la solution. Et si je devais te dire qui c'est qui m'inspire le plus ou qui c'est qui me donne plutôt les réponses à mes inspirations, ils sont au nombre de 3. Il y a Google. Google, pour moi, est mon ami. Quand je dis Google est mon ami, c'est quand je cherche quelque chose, je vais le chercher sur Google. YouTube. Deuxième moteur de recherche après Google, sur lequel je vais chercher des tutos quand j'ai pas trop envie de lire. Et le troisième, ça va faire défriser les cheveux à certains, c'est Amazon, pour Amazon Prime, pas Amazon Prime, n'importe quoi, Amazon Audible. Donc en fait, ce sont les livres audio. Ouais.
Donc, il y a Kindle pour la liseuse Amazon, mais il y a également Audible. Ça me coûte 10 euros par mois et je peux lire plein de livres, des livres qu'on trouve pas en librairie, etc. Ça me coûte vraiment 10 balles par mois. Et alors, pas beaucoup en ce moment, mais quand je suis en voiture, quand je fais du sport, quand j'ai un peu de temps libre ou quoi, bah, au lieu d'écouter un podcast, en fait, j'écoute quelqu'un qui me lit un livre. Et du coup, voilà, c'est une expérience que j'aime bien. Donc, Google pour les réponses. Tiens, mon téléphone, il réagit à J'entends, il se met en route. YouTube et Amazon Audible pour les livres audio que je consomme beaucoup. Et alors, le dernier livre audio que tu aurais écouté, après, même si c'est pas forcément en com, est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu as en tête, à part le premier que tu as cité? C'était Arrête de te plaindre et bouge-toi, un truc comme ça. Et D'accord. c'est un truc un peu en mode développement personnel, mais qui est très intéressant parce qu'il est sans langue de bois, enfin, voilà, il va à l'essentiel, il est très léger dans sa manière de communiquer. C'est une femme, hein, j'oublie son prénom, c'est Julie Joly. Pas du Je crois, non, c'est un homme? Pas du tout. Ouais, je crois que c'est un truc américain. Alors attends, je suis en train d'ouvrir mon application, tu sais, vite fait, machin, etc. Ma bibliothèque. Non, mais en gros, c'est tic, 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 tic. Il est. Attends, parce que c'est toujours à ce moment-là que ça met un peu de temps. Voilà, c'est Arrête de te plaindre, bouge-toi de Larry Winget. Donc je pense que en fait, c'est un livre qui a été importé, qui a été traduit et voilà, il est très intéressant. Un autre que j'ai bien aimé aussi, parce que là, du coup, j'ai toute ma liste, c'est La 25e heure. J'ai bien aimé. Et puis, voilà. Après, votre temps, là, je suis en train de lire, d'écouter plutôt Votre temps est infini. C'est un français, pour le coup, c'est Fabien Olicard. D'accord. Ouais, je suis en train d'écouter ça. Il y a 5h30 d'écoute, donc j'ai de quoi m'amuser. Parfait. Donc, on mettra de toute façon les liens dans la description pour que les gens puissent un petit peu découvrir ce qui peut te motiver. Si je dois parler de ma Bible, parce que je sais que tu l'as lu, j'ai quand même une Bible, c'est Geoffrey Gitomer avec le petit livre rouge et les 12,5 conseils pour bien vendre. Et c'est à la fois du marketing et du commerce. Et ça, ça reste, depuis des années, hein, ça reste ma Bible par rapport à ça. D'ailleurs, bon là on est en période de confinement, parce que le podcast sera peut-être pas diffusé pendant cette période-là, mais en ce moment, tous les jours, il est en live, en fin de journée. Donc c'est aussi intéressant de le voir. Et ce film d'ailleurs, il a une bibliothèque qui est extraordinaire, qui est énorme. Donc voilà, il est en ce moment en direct sur Facebook, donc même je pense que les replays seront disponibles. Moi je le vois sur YouTube en tout cas. Ouais. Parce que YouTube, tu peux traduire. Donc du coup, si tu maîtrises pas l'anglais ou quoi que ce soit, en replay, en tous les cas, tu peux traduire les textes. C'est une bonne astuce. Et ouais. Il y a les Américains, enfin tous les Anglo-Saxons, etc. Ils ont souvent un temps d'avance sur nous au niveau de la com. Enfin, il y a des choses à aller chercher, à les prendre. Et effectivement, quand on maîtrise pas super bien la langue de Shakespeare, ça permet les traductions sur YouTube d'apprendre des petites choses facilement. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, David. C'était vraiment passionnant de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. J'espère que j'ai bien fait le job. Alors, je vais te faire un truc. Tu sais que j'ai fait plein de choses dans ma vie, etc. Et ben, c'était mon premier podcast. Donc voilà, expérience rigolote. J'ai adoré. Eh ben merci. D'ailleurs, tu connais, hein, c'est Guillaume qui a un peu aussi donné Manceron, hein, qui est photographe et qui m'a donné cette envie, parce que lui il fait du podcast depuis quelques temps et je l'ai suivi. Et je me dis tiens, pourquoi pas faire un podcast. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant que ce soit ta première expérience avec moi, et je pense qu'il y en aura d'autres, parce que c'est vraiment très très agréable. Merci beaucoup. Tu étais hyper pédagogue, tu as vraiment bien expliqué les concepts, etc. C'était super. Merci David. Je t'en prie. Et à très bientôt. Salut Étienne, à bientôt. Au revoir. Ciao. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Nous avons vu beaucoup de choses en parlant de e-réputation, de référencement, de Google My Business. Vous aurez tous les liens dont on a parlé sur les commentaires et puis sur la description de ce podcast, mais également les coordonnées de David de l'agence Comeras pour que vous puissiez le contacter si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre communication. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.